Voilà, alors je mets mon système et mon micro pour la pluie. Voilà, c'est quelque chose qui arrive en Normandie. Des fois il pleut. Voilà. Alors bienvenue au podcast Connexion primordiale. Voilà le zip et du ciré. Pieds nus, hein. Je déteste avoir les pieds mouillés. Alors comme ça quand il pleut je préfère marcher pieds nus parce que dans les chaussures après avec les chaussettes et tout on a les pieds mouillés. Alors souvent ça semble paradoxal mais d'être pieds nus ça change la donne pour avoir les pieds au sec. Notre peau elle est faite pour gérer l'eau, ça glisse dessus. Dès que je rentre ça se sèche en 30 secondes chaque pied avec une serviette de toilette et puis comme ça j'ai les pieds au sec. Voilà. Alors aujourd'hui, le sujet de ce podcast Connexion primordiale en balade avec Paul, j'ai perdu le compte des épisodes, mais aujourd'hui le sujet ça va être les resets, les réinitialisations d'Original Strength de Tim Anderson numéro 4 et 5, les deux dernières réinitialisations. On avait fait un premier épisode sur la globalité un peu et les origines de la méthode OS. Et le premier reset, la respiration, puis un deuxième épisode sur les très importants, le contrôle de la tête avec les hochements de tête, contrôle de la tête et les retournements. Et aujourd'hui, on va pouvoir aborder le 4 et 5. Donc, c'est-à-dire concrètement, le 4, ce sont les balancements. Et le 5, ce sont les mouvements croisés. Et là aussi, pour ces deux sujets, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, bienvenue dans cet épisode. On pourrait dire un triptyque sur Original Strength. Et c'est le dernier. Les balancements, c'est un mouvement qui consiste à se mettre en position quadrupédique, ce qu'on appelle couramment le quatre pattes, et à partir de cette position, de se balancer d'avant en arrière. Il va y avoir là aussi des dizaines de variantes, certaines qui vont travailler plus les doigts, les coudes, les genoux, qui vont travailler plus les chevilles, les pieds. Tout ça sont des mouvements très naturels que font énormément les petits-enfants vers l'âge de, quand ils se mettent en position quadrupédique, à partir de 7, 8, 9, 10 mois, ils vont faire beaucoup de ça, 11 mois, 12 mois, et puis certains encore 13, 14, beaucoup de ces balancements, sortes des bercements en quelque sorte, on pourrait dire que ce sont des sortes de bercements pour le système vestibulaire, mais on les appelle, c'est du rocking en anglais, to rock, donc c'est se balancer d'avant en arrière. Alors là, ça fait beaucoup de choses au niveau du bébé, au niveau des changements, au niveau des réflexes qui se mettent en route. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Alors, quand déjà, l'enfant se met en position quadrupédique, ce qui est assez énorme et très important pour lui, puisque il est passé d'une position sur le dos ou sur le ventre, une position au sol, à une position intermédiaire entre le sol et la position debout. Alors évidemment, le bébé passe par des positions assises, et ça fait partie de toutes les variantes de positions assises qu'il expérimente. Et donc le bébé va être dans cette position de transition qui est majeure et qui va être un mouvement de base. On a vu que beaucoup de gens parlent de l'importance du quatre pattes, alors on n'y est pas encore, ce sera le reset numéro 5, mais pour pouvoir accéder au quatre pattes, il faut d'abord avoir stabilisé sa posture. Et voilà sans doute un mot-clé dans la méthode Original Strength en général, et spécifiquement dans ce reset, c'est la stabilisation. Je vous ai déjà dit que dans certaines approches, on sépare la stabilisation de différentes compétences, comme la mobilisation, par exemple, et que pour Tim Anderson, c'est la même chose. On travaille la stabilisation par la mobilisation, et la mobilisation va tout de suite travailler la stabilisation. C'est quelque chose qui va ensemble, et le bébé va faire les deux à la fois. C'est-à-dire à partir de cette position relativement stable du quatre pattes, il va pouvoir expérimenter plein de choses. Alors, pour pouvoir maintenir cette position quatre pattes, le bébé doit mettre en place quelque chose de très important, c'est le gainage. Le gainage en particulier au niveau du tronc, de l'axe de son corps, comme l'appelle Paul Denison, du cœur du corps, le core en anglais.
il doit avoir ce gainage central. Alors, on se rend bien compte, alors on ne se rend pas compte quand on se met à quatre pattes qu'il y a un gainage très fort, mais dès qu'on fait les balancements, on va tout de suite sentir un gainage qui se fait tout autour du corps, c'est-à-dire aussi bien au niveau abdominal qu'au niveau dorsal, et ça on le sent très bien. On le sent d'autant plus qu'on va faire des balancements en enlevant une patte des quatre pattes. On va enlever un bras, on va enlever l'autre bras, on va enlever une jambe, on va enlever l'autre jambe, on va enlever bras et jambes opposés, bras et jambes du même côté. Il va y avoir plein de variantes qui vont stimuler le gainage de manière dynamique. Il y a quelques années, le gainage était à la mode, où il fallait faire du gainage. Après, la mode des abdos, tout le monde fait faire des abdos, et puis finalement on a dit non, il ne faut pas raccourcir, il ne faut pas faire des abdos, il faut faire du gainage. Et, les exercices un peu représentatifs de ça, c'est la fameuse planche ventrale et puis planche latérale aussi. Une voiture qui accélère sur 10 mètres dans une petite résidence, bref, et planche latérale. Et non pas que c'est pas intéressant de faire ça, mais j'ai jamais vu un bébé faire ça. Il va prendre ces positions-là pendant quelques secondes, et surtout le bébé va faire ce que j'aime appeler du gainage dynamique. Et il ne reste pas en position statique à part quelques secondes pour rigoler, pour sourire, pour nous pointer quelque chose du doigt, mais il va toujours être en gainage dynamique. Il va être en mouvement. Ce qui veut dire que, en plus du gainage, il va offrir de la mobilité à toutes ses articulations. Et voilà un autre point clé de ces balancements avant-arrière. En fin de compte, le bébé va simultanément faire du gainage et du renforcement musculaire, du renforcement musculaire, mais surtout de la mobilisation articulaire. Dans les balancements, toutes les articulations du corps vont être stimulées. Voilà, grosse sauce que je me prends. Je vais me mettre à l'abri là sous un buisson. Bon, c'est déjà fini. Le bébé et nous évidemment en l'imitant, va stimuler toutes ces articulations. Dans cette position quatre pattes, surtout si, et c'est comme ça qu'on doit le faire, on écarte bien les doigts au sol, on va voir tous les doigts qui sont stimulés des mains, donc les poignets sont fortement stimulés dans les balancements, les coudes stabilisent, ce qui est leur rôle habituel, les épaules sont fortement travaillées, toute la colonne vertébrale est bien stabilisée, et puis on va avoir évidemment les hanches qui travaillent très fort, ainsi que les genoux. Et comme il y a plusieurs variantes qu'on va faire au niveau des pieds, on va stimuler les chevilles sans arrêt et les articulations des orteils. Ça veut dire que 100% des articulations du corps sont sollicitées. Donc voilà la chose intelligente du bébé qu'il va faire spontanément, c'est que le bébé va respecter un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'avant de se mettre à marcher et de faire du quatre pattes, il se dit « Tiens, il faut que je gaine ma posture ». Il se dit, évidemment, tout ça est de manière réflexe, inconsciente et programmée génétiquement au niveau de notre ADN, mais le bébé va se mettre à faire des exercices, entre guillemets, de gainage et des exercices de mobilité articulaire. Un petit peu comme quand on fait un échauffement, souvent on bouge les poignets, on bouge le cou, on fait la mobilité articulaire. Et le bébé va faire ça spontanément, et ce n'est qu'après qu'il va se mettre en mouvement et créer plus de renforcement musculaire, entre autres grâce aux quatre pattes. Quand on fait les balancements, on a donc simultanément du gainage, de la mobilité articulaire, et si vous en avez déjà fait, progressivement vous sentez, surtout en pratiquant les différentes variantes et en passant de l'une à l'autre, eh bien qu'on va... On va se mettre à respirer de manière plus rapide, le cœur se met à battre de manière plus rapide aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir un travail cardiovasculaire qui se fait. On commence à faire circuler le sang, la respiration s'accélère, etc. Bien plus que dans les trois autres reset précédent. Dans la respiration, évidemment, le cœur est au repos et même va ralentir quand on fait la respiration. Ensuite, dans les hochements de tête, il n'y a pas de grande modification, on bouge que la tête, donc en termes de dépenses énergétiques, c'est très faible. Et puis ensuite, au niveau des retournements, alors oui, il commence à y avoir une petite accélération, mais ça reste modeste, on est au sol, on ne fait pas de véritable effort. C'est plutôt un exercice que j'aime bien dire qui est voluptueux, qui est dans la détente, le retournement. En revanche, là, dès qu'on commence à se mettre à quatre pattes et à faire des balancements avant-arrière, ça y est, le cœur se met à accélérer gentiment. Évidemment, il y a tout un travail musculaire, tout un travail corporel, de gainage, tout un travail articulaire. Et ça, je pense que c'est hyper important, cette notion de travail articulaire. Je disais à quel point les retournements étaient importants
pour la colonne vertébrale, pour faire circuler les fluides, le nettoyage, etc. au niveau des disques intervertébraux et de toute cette région du corps, et bien maintenant la colonne vertébrale est prête pour nous stabiliser et ensuite se mettre en mouvement dans le reset d'après, mais d'abord le travail articulaire général. Et il n'y a pas de mouvement qui existe en gymnastique, vous pouvez chercher dans tous les sens que vous voulez, qui va être autant sollicitant au niveau gainage d'une part et au niveau de la mobilité articulaire. Alors, trouvez-moi un mouvement qui mobilise toutes les articulations du corps en même temps, vous n'en trouverez pas. Donc, pour dire les choses autrement, on ne peut pas imaginer de meilleur exercice d'échauffement que ces balancements. Et c'est l'échauffement initial de l'humain, c'est l'échauffement rangé au cœur de l'ADN par lequel passent tous les bébés avant de se verticaliser, enfin avant de faire du quatre pattes, puis de se verticaliser, de courir, de sauter, de grimper et de faire toutes les activités humaines. Donc on peut dire que c'est l'exercice ultime de gainage, de mobilisation articulaire et d'échauffement. Puisqu'on va augmenter la température corporelle, etc. C'est ce qui est le but de l'échauffement pour que les muscles deviennent plus fluides, etc. etc. Donc voilà, ce reset, c'est absolument majeur. C'est un mouvement qu'il est important de pratiquer encore et encore. On a besoin dans nos modes de vie, j'y reviens encore, malheureusement, c'est obligatoire. Dans notre mode de vie, on sollicite très peu les articulations, on sollicite très peu le cardiovasculaire, on sollicite absolument pas le gainage, ou très très peu. Et donc on est vraiment en carence de ça, et on le sait tous, quand le drame arrive, dans le sens où on fait un, entre guillemets, faux mouvement, on se fait un tour de rein, on se fait mal à l'épaule, etc. Oui, c'est compréhensible, après des heures à rester dans une position statique, non gainée, sans mobilité articulaire et sans effort cardiovasculaire, et bien tout d'un coup on se met à bouger, on fait quelque chose, on soulève un sac de course ou quoi que ce soit, et on se blesse et on se fait mal. Ça ne devrait pas arriver, mais évidemment, comment voulez-vous, notre corps, 10 heures assis sur une chaise et plus, ou dans des canapés, etc., tout d'un coup on fait un mouvement, pas forcément à la salle de gym, mais un mouvement du quotidien, et voilà, on se fait mal. Le bébé va régulièrement dans sa journée, le bébé, c'est ça qui est intéressant aussi, il se dit pas tiens, c'est le matin, je vais faire ma gym, et puis voilà, j'en aurai fini pour la journée, ou j'ai passé une bonne journée, et puis maintenant je vais faire ma gym le soir avant de me coucher pour avoir dépensé mes calories. Le bébé ne fait pas ça, il va tout au long de la journée avoir des séquences de mouvements sous forme de jeu, parce que pour lui tout ça c'est une exploration, c'est du jeu, c'est de l'observation, c'est du plaisir, c'est du sensoriel, j'ai envie même de dire c'est du sensuel. Le bébé explore ce corps en mouvement. Il va passer des heures à apprécier la gestuelle nouvelle chaque jour, les degrés de liberté qu'il acquiert chaque jour, et on peut développer plus de degrés de liberté que si on a de la stabilité, de la mobilité, et ça va être le cœur de ce reset qui va être très intéressant à faire à plusieurs reprises dans la journée, cette mobilité articulaire, ce gainage, ce dynamisme cardiovasculaire. Alors c'est un dynamisme cardiovasculaire, on n'en est pas quand même à faire du HIIT, du HIIT, de High Interval Training. On n'en est pas là, bien entendu, mais on est dans un réveil assez intéressant au niveau cardiovasculaire. Voilà. Et ce sera toujours mieux que le cœur qui ne bat pas, la respiration qui n'accélère pas, plus que la position assise. Donc dans la journée, ça peut être un travail très doux pour accélérer, mettre un petit coup d'accélérateur, et le cœur en a besoin. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce reset. C'est vraiment majeur. Pour moi, c'est un exercice constitutif de notre forme, de notre force physique, de notre bien-être que ces balancements. Et quelques minutes par-ci par-là ne demandent pas beaucoup d'efforts et fait tellement de bien. Et je pense qu'en termes de gain de temps, puisque beaucoup de gens c'est j'ai pas le temps, on ne peut pas faire mieux. Parce que souvent je vois à la gym, on fait juste des petits bouger la tête dans différentes directions, des circonductions de la tête, puis on bouge les poignets, puis on bouge les coudes, puis on bouge les épaules, et puis ensuite on fait des ronds avec le bassin, puis ensuite on fait des trucs pour les genoux et puis pour les chevilles, pour réchauffer tout le corps. C'est très bien, faisons ça. Mais il nous a fallu plusieurs minutes pour arriver au même résultat qu'un mouvement peut faire en une seule minute, puisqu'en une seule minute de balancement, toutes les articulations sont activées simultanément. Donc, voyez à quel point ça va être intéressant. Je vous ai dit, le coach ultime, le modèle
à suivre. C'est pas forcément, avec tout le respect que je dois, Schwarzenegger et ce qu'il fait dans sa salle de gym, mais le modèle ultime, c'est le bébé et les mouvements de base que fait le bébé. C'est lui le coach ultime. C'est un coach qui étudie la mobilité et la force humaine depuis des centaines de milliers d'années, et que dis-je, des millions d'années même. Donc suivons le coach le plus vieux, et le coach le plus vieux, l'entraîneur le plus vieux et le mieux informé sur le sujet, c'est, et ça restera toujours, le bébé. Voilà. On peut donc passer au reset dernier, le numéro 5. Là, il y a pas mal de choses à dire aussi sur ce sujet. Le reset numéro 5, en fait, il a trois variantes basiques, évidemment, qui chacune vont se multiplier en plusieurs variantes, mais il va y avoir puisque on parle de mouvements croisés, hein, le reset numéro 5, ce sont les mouvements croisés. Alors le bébé va faire 3 types de mouvements croisés. Le mouvement croisé de reptation, donc la reptation, c'est quand le ventre est à terre et qu'on bouge bras et jambes pour ramper. Beaucoup de gens pensent aux militaires qui rampent dans la boue, etc., sous des fils électriques ou des balles qui sifflent, etc. Donc c'est une très juste image. Le bébé va ramper, donc première chose. Et puis il va aussi ensuite faire le fameux 4 pattes. Donc là aussi on est dans un mouvement croisé, bras-jambes opposés. Et enfin la marche debout, avec toutes ces variantes, y compris la course à pied. Donc dans tout ça, il y a une sorte de progression. Vous le savez très bien, le bébé va d'abord ramper, puis il va faire du 4 pattes, puis il va se verticaliser et faire de la marche bipédique. Là, on est dans un mouvement croisé, dans une opposition bras-jambes opposés. C'est absolument majeur, hein. Ça fait partie de la constitution basique de notre schéma corporel. J'aurais pu relire, et peut-être je le ferai un jour, les 5 resets au regard des 5 points qui forment notre schéma corporel, hein, connu de tous les psychomotes, psychomotriciennes. Hein, le schéma corporel est constitué d'un certain nombre de choses, et on peut mettre en relation avec la création de notre schéma corporel, parce que c'est ce que cherche à faire le bébé, après tout, c'est développer son schéma corporel. On pourrait faire un parallèle entre la mise en place du schéma corporel et les 5 resets. Et c'est assez évident quand on connaît les différents points qui créent le schéma corporel. Je vous invite à vous reporter à ma conférence sur YouTube qui s'appelle « Le schéma corporel et les réflexes primordiaux ». Conférence qui doit faire une demi-heure, je pense, qui présente un peu, ou 40 minutes, qui présente un peu ces différents points. Et je pense que vous pourrez aisément faire les liens entre les 5 resets et le schéma corporel. Et c'est absolument majeur parce que d'un bon schéma corporel dépend un bon fonctionnement général, la bonne santé physique, émotionnelle, cognitive, etc. Donc le schéma corporel est la base de qui je suis. Donc c'est très important. Et les 5 resets, respectant le développement humain, eh bien, vont consolider à chaque étape un peu plus le schéma corporel en stimulant les différentes composantes qui forment le schéma corporel. Donc je veux dire, encore une fois, on ne peut pas faire mieux, hein. Donc ce 5e reset, cette 5e mobilisation primordiale ou réinitialisation, dans le cas du bébé, initialisation motrice primordiale, c'est la coordination droite-gauche et plein d'autres choses. Coordination droite-gauche, ça, pour nous les humains, oui, on comprend, c'est ce qu'on appelle la latéralisation ou la latéralité. Alors c'est assez balèze, hein, comme sujet. C'est quelque chose qui passionne plein de gens. Évidemment, les psychomotriciennes en premier abord, puisque c'est une grande importance dans leur travail, c'est une de leurs grandes portes d'aider à la mise en place de la latéralité, la latéralisation. Il y a une subtilité là, mais bon, bref. C'est aussi quelque chose qui va intéresser énormément les orthophonistes, hein, l'enfant, avec quelle main il tient son stylo, etc. Et puis c'est quelque chose qui est testé par les orthophonistes et les psychomotriciennes, c'est-à-dire dans leur bilan respectif, elles vont regarder avec quelle main on tient le stylo, souvent avec quel pied l'enfant shoot, avec quelle main il ouvre une boîte de conserve, avec quel œil il vise parfois. Donc il y a différentes choses qui sont observées. Elles n'en font pas grand-chose, mais ça permet de savoir un peu où en est l'enfant au niveau de sa latéralisation et de pouvoir proposer des activités de latéralisation aux enfants. Parce qu'un enfant qui arrive en classe et qui n'est pas latéralisé, ça va être la catastrophe pour lui. Donc c'est quelque chose qui va intéresser évidemment les enseignants, enseignantes et enseignants. Et enfin, les sportifs, c'est quelque chose qui est très connu et très étudié dans le monde du sport, en particulier du sport de haut niveau, c'est la latéralisation. C'est les grandes questions, pourquoi les meilleurs mondiaux, par exemple dans certains sports comme le tennis ou l'escrime sont gauchers.
Et tout le travail de latéralisation au niveau du sportif a été beaucoup étudié entre la dominance de la main, du pied, de l'œil, comment tout ça se combine, œil, main, pied, oreille. On a beaucoup parlé dans les années 80 et 90 de ces histoires de cerveau droit, cerveau gauche. C'est plus du tout à l'ordre du jour, mais néanmoins ce qui reste tout à fait vrai et intéressant, c'est que les fonctions cérébrales, langage, machin, etc., sont réparties dans les hémisphères cérébraux. Voilà, entre le droit et le gauche, et que plus l'humain va être bien latéralisé, plus il aura accès à ses deux côtés, deux yeux, deux mains, deux pieds, deux oreilles, et plus évidemment les hémisphères cérébraux auront des informations claires à gérer, et plus il pourra fonctionner de manière efficiente. Et bien c'est le cas dans les mouvements croisés, que ce soit réptation, quatre pattes et marche debout. On a une stimulation dans ces mouvements-là permanente, de droite et gauche, au niveau évidemment bras et jambes, mais ce qui va créer une très forte stimulation au niveau visuel et au niveau des muscles du cou, donc au niveau auditif. Et cette latéralisation est essentielle pour toutes les activités humaines que nous faisons, que ce soit du sport ou du scolaire ou de communiquer avec d'autres gens. Donc cette phase pour le bébé de latéralisation est cruciale, vous le savez très bien, c'est la fameuse question du pédiatre. Est-ce qu'il a marché à quatre pattes? Bon, après il n'en fait rien, mais c'est quand même majeur. Est-ce qu'il a marché à quatre pattes? Je vous ai dit, la question qui aurait dû être posée avant, c'est est-ce qu'il se retourne? Parce que là, on peut déjà agir, mais effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'il a marché à quatre pattes? Ça sous-entend, est-ce qu'il a croisé sa ligne médiane? Pour ceux qui connaissent l'IMP, là, il y a énormément de choses que l'on fait qui sont majeures et qu'on enseigne dans les formations. Formez-vous à l'IMP si ce n'est pas le cas, parce que vous apprendrez le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est majeur pour la mise en place de l'homolatéralité. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va faire que le RTAC s'inhibe? C'est la mise en place tout d'un coup du RTSC, réflexe tonique symétrique du cou, avec la position justement quatre pattes et croisées. C'est pour ça que Tim Anderson utilise ces deux resets, parce qu'on va pouvoir stimuler avec les retournements, avec les balancements et avec les mouvements croisés ces différents réflexes. On va pouvoir les inhiber, ce qui va être absolument majeur pour la mise en place de la latéralisation. Et moi qui ai travaillé toute ma carrière avec les enfants en difficulté scolaire, eh bien c'est évidemment une des choses les plus fréquentes que les enfants en difficulté scolaire n'ont pas marché à quatre pattes. Attention, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui n'ont pas marché à quatre pattes auront des difficultés scolaires, ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça marche que certains n'ont pas marché à quatre pattes, mais ont pu quand même mettre en place des choses. Mais néanmoins, chez les enfants en difficulté scolaire, il n'y a pas de quatre pattes. C'est très rare, dans le sens inverse, qu'un enfant ait une difficulté et qu'il ait fait du quatre pattes, mais ça arrive aussi pour d'autres raisons, parce qu'il n'y a pas que la latéralisation. La latéralisation, c'est qu'une des trois dimensions du corps humain. Oui, trois dimensions, notre univers est tridimensionnel, droite, gauche, haut, bas, avant, arrière. Donc la latéralisation, c'est une dimension, il faut aussi que ça fonctionne dans le... Donc c'est droite et gauche, il faut que ça fonctionne aussi dans le haut et bas et dans le avant, arrière. Donc ça ne fait pas tout, mais c'est absolument majeur. Donc c'est pas tout, bien sûr, c'est majeur cette mise en place de latéralité, de croisement de ligne médiane, de faire fonctionner les deux côtés, majeur pour les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, et ce croisement de ligne médiane, c'est une stimulation permanente des deux hémisphères cérébraux, et c'est pourquoi marcher fait autant de bien au niveau cognitif, intellectuel, au niveau cérébral. Des études, alors évidemment là je suis en train de me promener, mais il y a plusieurs études qui ont été faites encore et encore et encore. En particulier, je sais qu'il y en a eu aux États-Unis, en France et je me rappelle en Écosse. Alors, il y a eu des études qui ont été faites auprès d'enfants et des études qui ont été faites auprès de personnes âgées. Ça, c'est très intéressant. Entre autres, en Écosse, il y avait une étude qui avait été faite parce que vous savez très bien que l'on dit, et à raison, bien entendu, aux personnes âgées, enfin on dit la phrase que si on n'utilise pas quelque chose, ça se perd. Donc il faut continuer à utiliser nos différentes compétences. Si on veut pouvoir continuer à marcher, il faut marcher tous les jours, à courir, à nager, à grimper. Si on veut continuer à pouvoir faire des galipettes, il faut faire des galipettes tous les jours et des roulades, parce que ce qu'on n'utilise pas s'use. C'est pour ça que je n'aime pas la comparaison que certains font parfois entre le corps humain et machine. On dit voilà, c'est une fantastique machine, ou c'est un super ordinateur, le cerveau humain. Il n'y a pas plus mauvaise comparaison que ça. Pourquoi? Une machine, plus on l'utilise, plus elle s'use et plus elle se périme. Le corps humain, c'est le contraire. Moins on l'utilise, plus il s'use. Donc plus on utilise notre cerveau, plus on utilise notre corps, plus il reste en bonne forme. Parce qu'il est vivant, parce que nos muscles vont, par l'utilisation quotidienne du mouvement, nos muscles vont se renforcer. C'est le contraire, une machine, elle finit par s'abîmer de plus en plus et devenir périmée et cassée. La machine se casse et se périme parce qu'on l'utilise beaucoup tous les jours. C'est pourquoi
ils font des machines qui se périment vite, l'obsolescence programmée pour qu'on en rachète plein. Mais le corps humain, c'est l'inverse. C'est parce qu'on ne l'utilise pas, et pas correctement, et pas suffisamment, qu'il va s'user prématurément et qu'on va avoir du vieillissement prématuré. Et donc, on le dit à juste titre aux personnes âgées, que pour éviter Alzheimer et pour garder nos compétences intellectuelles le plus longtemps possible, la mémorisation et tout, il faut faire des trucs genre les mots croisés ou du sudoku. Donc on dit aux gens, aux personnes âgées, lisez, faites des mots croisés, faites du sudoku. Très bonne intuition, mais encore faut-il le prouver scientifiquement. Alors ils ont fait, entre autres, une étude où on demandait à des personnes âgées, et petite parenthèse, les personnes âgées sont en énorme souffrance parce qu'ils regardent, dans certains cas, encore plus la télévision, vous le savez très bien, que les enfants. Souvent, ils ont la télévision allumée 24 heures sur 24, quasiment. Et dans ces cas-là, leur cerveau n'est absolument pas stimulé. Contrairement à ce qu'ils pensent, ça ne fait pas travailler le cerveau, puisque quand on regarde des écrans, le cerveau reste en onde alpha et n'est pas actif en onde bêta, comme quand on va communiquer, quand on va lire un bouquin, quand on va réfléchir et faire les fameux mots croisés sudoku. Donc évidemment, on sait que plus une personne âgée passe du temps devant un écran, plus il vieillit prématurément. Et dans le cas des gens qui sont atteints malheureusement de la maladie de l'Alzheimer, on sait que la décroissance cérébrale est plus grande, les pertes sont plus grandes directement, proportionnellement au temps d'écran passé. Je ne suis pas en train de dire que c'est les écrans qui seraient la cause de la maladie d'Alzheimer, pas du tout, je ne crois pas du tout ça. Mais en revanche, quand on est atteint de ce type de pathologie dégénérée, sens neurologique, etc., eh bien, il y a des comportements qui favorisent ou qui défavorisent la progression de la maladie, et le fait de regarder des écrans va favoriser la maladie, malheureusement, et la perte de compétences. C'est tout aussi valable pour les enfants, on le sait, c'est directement proportionnel. Je fais une petite pause. Donc, on le sait, plus les enfants passent du temps devant les écrans, plus ça va les impacter, à tel point que certains psychologues ont parlé d'un trouble où on a un pseudo-autisme présent chez les enfants qui regardent beaucoup la télé, parfois même avec un diagnostic de trouble du spectre autistique, et que quand on va diminuer le temps d'écran, on ne retrouve plus cette terminologie-là. Et donc des enfants qui passent trop de temps devant un écran vont avoir des comportements de type autistique. Je n'ai pas dit qu'ils devenaient autistes, mais ils présentent ce type de comportement au point de leurrer certains professionnels qui vont donner ce diagnostic. Donc voilà, ce qui est délétère pour les personnes âgées est délétère pour les enfants, même cerveau, même système nerveux. Donc c'est absolument majeur. Donc je me suis un petit peu perdu en chemin. Je parle de mon discours, pas de ma promenade. La latéralisation va être majeure pour cette stimulation des parties droite et gauche. Ah oui, je parlais des études qui ont été faites. Donc, il faudrait prendre des groupes de personnes âgées à qui on donne des sudoku, des mots croisés. Mais le groupe avec lequel ils ont fait ça, c'est que certains chercheurs ont une très bonne intuition, c'est qu'à un groupe, on va leur demander de rajouter 20 minutes par jour de sudoku ou de mots croisés, et l'autre groupe de personnes âgées, on fait ça avec des personnes qui sont en maison de retraite, donc c'est assez facile, on leur donne 20 minutes par jour, des cahiers de mots croisés ou de sudoku, et l'autre groupe promenade pendant 20 minutes. Donc seul changement par rapport aux autres groupes témoins à qui on ne rajoute rien dans la maison de retraite, un groupe fait rien, c'est le groupe témoin, fait comme d'habitude, ce qu'ils font à la maison de retraite, à l'EHPAD. Un autre groupe fait sudoku et mots croisés 20 minutes par jour, et l'autre promenade 20 minutes par jour. Vous savez quoi? Ils ont arrêté l'étude. Ils ont arrêté l'étude très vite quand ils ont vu les résultats majeurs, supérieurs de faire 20 minutes de promenade par jour. Et je veux dire, au niveau intellectuel, au niveau cognitif, au niveau santé, au niveau marqueur biologique, c'est immense les changements, immense. C'est très rare qu'ils arrêtent une étude en cours, mais ils ont dit que c'est criminel de continuer à laisser les personnes âgées à regarder des écrans, et ne serait-ce que 20 minutes par jour, ça va changer la donne énormément. C'est absolument majeur. Ben oui. Notre cerveau, on dit, ah bah oui, il faut faire de l'intellectuel pour activer notre cerveau. Mais non, enfin oui, bien sûr, il faut le faire. Mais notre cerveau ne peut fonctionner que parce que
il a de l'oxygène, parce que du sang arrive en masse, parce qu'il reçoit du glucose. Et comment il reçoit tout ça? Par les contractions musculaires qui vont faire ce pompage. C'est parce que j'accélère le cœur, que j'accélère la respiration, que je vais pouvoir oxygéner mon cerveau, le dynamiser, lui envoyer du sang, faire circuler le liquide céphalorachidien, etc., etc. Donc le mouvement, c'est la première stimulation cérébrale. Et d'autres études ont été faites chez les enfants. Les enfants qui vont à l'école à pied ont de meilleurs résultats scolaires que les enfants qui sont amenés en voiture. Cette étude avait d'abord été faite aux États-Unis, elle a été refaite aussi en France. Et puis, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire 36 000 études pour ça. Là. Alors, il y a plusieurs explications qui disent, mais comment ça se fait? Alors, évidemment, il y a l'explication que je viens de donner, mécanique, physique. Avant d'aller à l'école, c'est intéressant de nourrir notre cerveau en sang et en oxygène. Ça va de soi. Autre effet qui a été noté par les professionnels, quand les enfants vont sur le chemin de l'école à pied, ils rencontrent d'autres enfants qui vont aussi à pied, et ils discutent les uns avec les autres. Ils créent de la relation émotionnelle qui va avoir un impact très fort au niveau cognitif. Ils créent de la relation. Or, les enfants ont besoin d'être en relation. C'est aussi un des effets délétères des écrans, c'est qu'on passe moins de temps à jouer ensemble, et on a besoin d'interaction physique, visage, réflexes du visage activés par... Il y a une quarantaine de réflexes du visage, comme je vous disais, et beaucoup de ces réflexes du visage ont un impact très fort au niveau de la compréhension des émotions. Et donc les enfants vont avoir plus d'interactions émotionnelles qui va avoir un impact très fort au niveau de leur cognition. C'est une des explications de psychologues. Voilà. Donc il y a l'effet mécanique, physique, physiologique, et puis l'effet, on pourrait dire, social des interactions. Donc vous voyez, alors petite parenthèse, les gens disent « Ah oui, mais moi j'habite à 10 km de l'école, je ne peux pas demander à mon enfant de faire 10 km à pied. » Certes. En revanche, rien ne vous oblige, si vous êtes à 10 km de l'école, de faire les 10 km en voiture. Vous pouvez tout à fait laisser l'enfant à 1 km, et ce qui lui fera une douzaine de minutes de marche à pied, je pense que vos enfants devraient survivre à ça. Même chose pour aller chercher les enfants, plutôt que d'être devant des embouteillages et de pollution devant les écoles. On peut aller le chercher, se garer à 1 km de là, et ça fait 12 minutes, allez, 12 ou 13, ou si vous marchez lentement avec votre enfant, 15 minutes, et vous, en plus, vous bénéficierez de 30 minutes. Pourquoi? Parce que si vous laissez la voiture à 1 km là où il y a plein de place pour la garer, vous faites 1 km aller pour chercher votre enfant, soit 15 minutes de marche, si vous marchez très lentement, et 15 minutes retour, soit une demi-heure de marche. C'est extraordinaire ça, une demi-heure de marche tous les jours. Et puis si vous avez fait ça le matin et que vous avez accompagné votre enfant sur le 1 km à aller à l'école depuis l'endroit où vous avez garé la voiture et retour, ça vous fait une demi-heure le matin aussi, soit une heure gagnée. Et à ne pas prendre sur votre emploi du temps à un autre moment. C'est pas extraordinaire ça? Sans compter du temps passé avec vos enfants. Vous savez très bien que quand on va marcher avec nos enfants, on va avoir d'autres interactions que les interactions qu'on a assis ou enfermés dans la maison. Donc, tout ça pour dire quoi? L'importance des mouvements croisés, l'importance de la marche pour la santé, l'importance de la coordination. Alors Tim Anderson dit quelque chose que je trouve génial. Il dit, en fait, les 4 premiers resets nous préparent à ce 5e reset. Et il dit, le 5e reset, c'est le reset de tous les resets. C'est le reset ultime. Oui, il aime bien dire, les humains, ce sont des bipèdes. Ils sont construits, nos corps sont construits pour marcher. On est fait pour marcher. Et marcher, c'est le reset ultime, c'est ce qui, pour nous adultes, fait le plus de bien. Quand beaucoup de gens me demandent, ou m'ont demandé dans ma carrière, alors c'est plus une question qu'on pose aux kinés en général, mais ça m'est arrivé parce que comme j'ai travaillé toute ma carrière avec des enfants, les parents me demandent souvent quelle activité il devrait faire, quel sport il devrait faire, qu'est-ce qui est meilleur pour lui. Voilà, alors ma vraie réponse, c'est ce qu'il aime le plus. Voilà. Ma réponse, c'est faites ce que vous aimez, c'est déjà bien. C'est plutôt que de contraindre un enfant à faire une activité qu'il n'aime pas, qu'il va faire à reculons et qu'il va trouver des excuses pour ne pas le faire, etc. Il faut trouver de la joie de bouger. Et s'il y en a un, c'est nager, si c'est faire du judo, si c'est faire du tir à l'arc, si c'est faire que sais-je, faites ce qu'il aime le plus. Mais quand des adultes posent la question, dire est-ce que la natation, est-ce que le yoga, le machin, le truc, ça c'est une réponse de Cathy Bauman, que j'aime beaucoup, qui est de dire est-ce que vous marchez 1 heure par jour? Sinon, c'est le premier objectif, marcher 1 heure par jour. Ensuite, le reste va venir en plus. Donc c'est excellent. Évidemment, tout le monde recommande de faire des activités
sportives, quelles que soient, arts martiaux, yoga, danse. Je sais que ce n'est pas une activité sportive, mais vous m'avez compris, de faire du mouvement, danse, voilà, toutes les activités en salle, muscu, cardio, appelez ça comme vous voulez, pilates, zumba, tout ça c'est excellent bien sûr, à condition que ça vienne en plus de la base qui est la marche. C'est un petit peu comme en nutrition, parce que Cathy Bowman adore comparer ça à la nutrition. En nutrition, on va dire, est-ce que je peux manger ci et ça et ça? Est-ce que tu as la base déjà? Est-ce que tu manges des fruits et des légumes et des vitamines? On verra pour le reste. Voilà, lipides, protides, glucides, ça c'est, voilà, il y a des bases. Est-ce que tu as déjà les bases? Avant d'aller, les gens disent, est-ce que tu crois que je devrais prendre telle pilule et tel machin, manger tel aliment secret, magique? Il y a souvent ces modes. Est-ce que je devrais manger plus de baies, de machin, trucs antioxydants, bidule, chouette? Déjà, est-ce que tu as les bases? Les bonnes graisses, les bonnes protéines. Donc ça, c'est une chose très importante. Oh, je vois un gros bus qui arrive. Je vais faire une pause. Donc le mouvement de base, c'est la marche. Donc toutes les autres activités viennent en plus de cette marche. On sait que dans les peuples traditionnels et à la préhistoire, on marchait beaucoup et notre corps s'est construit autour de la marche. C'est le reset ultime, donc comme dit Tim Anderson, c'est le mouvement basique qu'on doit. Je dis qu'on doit, je sais, on n'aime pas les on doit, mais je suis désolé. Moi, je dis souvent, c'est un poisson, il vient me voir, il dit, je suis pas en forme, qu'est-ce que tu dois faire? Bah nage. Est-ce que tu nages? Non, je suis assis toute la journée à regarder la télé. Bah nage. Un oiseau vient me voir, il me dit, ah, je suis pas en forme, je regarde la télé toute la journée, je travaille trop. Est-ce que tu voles? Non, bah vole. T'es construit pour voler, fais-le. Un cheval, je veux dire, cours, galope, trotte, va dans les champs. Bah nous sommes des singes, oui, nous faisons partie du groupe des singes, des primates. Voilà. Nous sommes un animal primate, et les primates, il y en a de deux sortes, et nous faisons partie de la deuxième sorte. Il y a les primates qui ont comme déplacement premier ce qu'on appelle la brachiation, c'est-à-dire grimper aux arbres, et déplacement secondaire, la marche à pied, enfin la marche bipédique, mais ils ne le font pas très bien, pas longtemps, et ils ne peuvent pas courir. Alors que nous sommes un bipède particulier. Alors il y en a eu des tas d'autres au fur et à mesure des millions d'années d'évolution, mais aujourd'hui il n'en reste plus qu'un humain. Nous, il y a eu d'autres humains avant nous, entre autres Néandertal, Homo erectus et plein d'autres, des dizaines d'autres. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que nous. Et nous, notre déplacement primaire, c'est la marche à pied. Notre déplacement secondaire, c'est la brachiation, c'est de grimper. Donc effectivement, deux activités naturelles pour l'être humain, c'est de grimper aux arbres en particulier. Ça fait beaucoup de bien. Dès que vous mettez un enfant quelque part où il y a des arbres, des enfants, ils veulent grimper. Les adultes adorent faire l'acrobranche, on adore grimper. C'est quelque chose qui est dans notre ADN. Nous sommes des singes, nos mains sont faites pour grimper, en particulier aux arbres. C'est pour ça que nos mains sont arrondies pour pouvoir attraper des branches et cueillir. Mais c'est secondaire. Il faut le faire, c'est très important, on en parlera dans d'autres podcasts, mais c'est un déplacement secondaire. Notre déplacement primaire, c'est la bipédie, la marche à pied. Nos corps sont construits comme ça. Voilà, il y a les corps de poissons, les corps d'oiseaux, les corps de quadrupèdes. Nous sommes un corps de bipède, on grimpe et on marche. Donc je sais que c'est chiant, il faut que, on devrait, mais nos corps sont construits pour ça. Donc c'est très bien de vouloir aller à la gym, c'est très bien de vouloir faire toutes les activités qu'on adore faire, c'est très bien de danser, tout ça est recommandable hautement. C'est très bien d'aller chez le kiné ou d'aller faire de la gym et de la muscu, il faut faire tout ça, c'est très bien, mais ça ne doit pas se substituer à la marche. C'est la même chose pour l'eau. Les gens disent, bah oui, les boissons, bah oui, tu bois du thé, tu bois du café, tu bois de l'alcool, tu bois des sodas, tu bois du lait, même des laits végétaux, soi-disant, des machins, des trucs. Ok, mais ça ne peut pas se substituer à l'eau. Le litre d'eau, à peu près, quotidien, est indispensable. Le reste, ça vient en sus. Voilà, ça ne peut pas se substituer. On peut manger de temps en temps des bons gâteaux et des bons desserts et des bonbons, mais ça doit être l'exception. Le quotidien, c'est les fruits, les légumes, les bonnes protéines, etc. On peut pas faire autrement. À un moment donné, forcément, on en paye le prix. Donc l'idée, alors ça, je reviendrai largement dessus plus tard quand je parlerai des travaux de Cathy Bowman, dont le livre, pour moi, principal, majeur, c'est Grandir sauvage. Ça s'adresse aux enfants, mais en fait, ça s'adresse aussi aux parents. Parce que le discours de Cathy Bowman, c'est de dire
j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent, on y a tellement de choses qu'on nous dit qu'on devrait faire, la méditation, le yoga, la gym, la muscu, le cardio, s'occuper des enfants, préparer à manger, etc. On ne peut pas, il n'y a pas assez d'heures en 24 heures, plus on travaille, c'est impossible. Donc il faut créer ce que Cathy Bowman appelle des superpositions, je viens d'en donner une. Au lieu d'amener nos enfants à l'école en voiture, eh bien on les y conduit à pied, au moins sur un certain temps, et ça m'évitera d'aller courir 1 heure ou d'aller faire une promenade d'1 heure, puisque j'ai fait un quart d'heure aller et un quart d'heure retour le matin, un quart d'heure aller et un quart d'heure retour pour amener mon enfant à l'école de la voiture qui est à 1 kilomètre le soir, l'après-midi, ce qui me fait quand même 4 kilomètres. Voilà, bon, 4 kilomètres, c'est très bien. 1 heure, ça fait pas mes 10 000 pas, mais ça fait à peu près 8 000 pas, je pense. Ça, plus les petits déplacements que je vais faire dans la journée, ça fera mes 10 000 pas. Et je n'ai pas à me dire, ah, ce soir, j'ai pas fait mes 10 000 pas, je vais aller sortir faire 1 heure. On ne le fera pas, on n'a pas le temps. Donc, on va faire des superpositions. Voilà. Au lieu d'aller faire les courses, au lieu d'aller à la gym et de faire de porter des poids, on va faire les courses à pied et on prend les gros sacs de courses dans les mains et dans un sac à dos, et on va porter ces sacs de courses et ce sac à dos en général, on n'est pas si éloigné que ça du magasin, sur la distance du magasin, et ça va nous faire du renforcement musculaire et des pas. Voilà l'idée de la superposition, mais il y a des idées, c'est évidemment beaucoup plus poussé, développé et intelligent dans ce livre que je recommande plus que chaudement. Moi, je sais, hein, attention, hein, vous le savez très bien, c'est moi qui l'ai traduit, c'est nous qui le publions. Donc c'est intéressé, mais c'est intéressé parce que je trouve que c'est un livre majeur qui n'a pas été traduit et qu'il fallait traduire, Grandir sauvage. C'est majeur, il y a tellement de choses dans ce bouquin, plein de photos, plein d'images, plein d'idées en famille, mais tellement d'idées. Les enfants peuvent le compulser, regarder, ça va leur donner des idées. Les textes sont géniaux pour les adultes. C'est un livre qui est très belle mise en page. Franchement, c'est un livre à avoir. C'est un peu le pendant de L'Animal exubérant, qui est le premier livre qu'on a publié qui est le premier livre que nous avons publié dans notre maison d'édition, donc de livre de Frank Forensich, qui s'adresse plutôt aux adultes, L'Animal exubérant. Celui-ci, c'est un peu le pendant, mais version toute la famille, donc de la biomécanicienne Cathy Bowman. Donc pour revenir à notre 5e reset, hein, tout ça c'est pour dire quelque chose que évidemment tout le monde sait, l'importance de marcher, de courir aussi. Et dans ce 5e reset, on va avoir plein de variantes. On va avoir toutes les variantes de 4 pattes. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait du 4 pattes récemment, hein, si vous avez fait du 4 pattes récemment, alors là c'est majeur. Je veux dire, le reset précédent, hein, c'était le gainage et la mobilité articulaire. Mais alors faites déjà 1 minute de 4 pattes. Vraiment, je vous mets au défi, vous prenez un chrono, hein, une montre, vous regardez la grande aiguille et vous faites un tour de grande aiguille de marcher à 4 pattes, au rythme que font les enfants. Les enfants de 11 mois. Je vous assure que vous allez sentir toutes vos articulations travailler, tout votre corps travailler. Vous allez sentir la musculation que ça crée. Vous allez sentir le cœur qui commence à accélérer encore, enfin qui continue à accélérer après le reset d'avant encore plus. La respiration qui s'accélère. On va garder la langue au palais et les lèvres en contact pour favoriser la respiration nasale, mais tout de suite on sent que ça devient important. Et Tim Anderson dit, vous commencez par 1 minute tous les jours. Quand vous serez parfaitement à l'aise, vous faites 1 minute et demie, 2 minutes, vous progressez tranquillement, 3 minutes, 4 minutes. Je vous assure que le jour où vous atteignez les 10 minutes, prenez-vous en photo avant les 10 minutes et après les 10 minutes, mettez-vous sur une balance. Je veux dire, si vous commencez aujourd'hui votre première minute de 4 pattes, pesez-vous, faites votre tour de ventre, tour de taille, prenez-vous en photo pour regarder vos muscles, test avant, après, et puis il vous faudra sans doute plusieurs mois, hein, pour arriver à faire 10 minutes de 4 pattes. Moi je mets de la musique, des trucs et tout, et refaites, j'y suis pas là en ce moment, hein, à mes 10 minutes, je suis en train de m'y remettre, j'ai eu quelques petits soucis de santé qui, voilà, bref. Donc mettez-vous-y et regardez comment le tour de taille va changer, la force des abdos, les muscles, les bras, le cœur, ça va être un travail extrêmement puissant de recalibrage du corps. C'est le mouvement humain majeur, ce 4 pattes. Alors on va pouvoir en faire ensuite, si on en a marre, on va pouvoir faire 4 pattes sans poser les genoux. Donc celui avec les genoux, on l'appelle le 4 pattes du bébé. On va aussi garder les fesses basses, mais lever les genoux, et à ce moment-là, on parlera du 4 pattes du félin. Il y aura d'autres variantes, bien entendu. Il y en a des dizaines de variantes, il y a des tonnes de 4 pattes. Et puis, on va aussi ensuite faire tous les mouvements croisés debout, sauter, etc. Là aussi, il y a, moi je connais une trentaine de variantes de mouvements croisés sur place.
le robot, le nageur, le singe, la grenouille, plein de petits jeux de mouvements croisés sur place. Voilà. Alors Tim Anderson dit que c'est le reset de tous les resets, donc c'est le mouvement qu'on est censé faire, mais piège. Vous n'êtes pas en forme, vous êtes dans la quarantaine, vous dites, il faut que je me remette à faire du sport. Et donc logiquement, si vous êtes un Français moyen, et je pense que c'est valable dans plein de pays du monde, vous vous dites, je vais me mettre à faire du jogging, je vais me mettre à courir, parce que courir est une excellente activité de remise en forme. Et c'est 100% vrai, on est construit pour courir, donc c'est pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut, c'est une des meilleures activités qu'on puisse faire, marcher et courir. Sauf que, comme dit Tim Anderson, vous ne faites plus d'activité physique, vous avez accumulé des tensions corporelles, éventuellement des douleurs, des pathologies, vous avez des articulations qui fonctionnent moins bien, etc., qui sont moins mobiles, bah oui, assis toute la journée, etc. Et bien à ce moment-là, si on se remet à marcher comme ça ou à courir, on peut très facilement mal marcher et mal courir. C'est-à-dire que puisque l'humain doit marcher coûte que coûte, il va marcher avec ses compensations, avec ses stress, avec ses postures déséquilibrées. Et donc on va entraîner avec nous, pas après pas, ce déséquilibre postural, cette marche déséquilibrée. Et en définitive, au bout de quelques semaines de pratique, on ne se comprend pas, parce qu'on a mal au dos, parce qu'on est fatigué, parce que ça ne fait pas le bien que c'est censé faire. Tu ne comprends pas, marcher a toutes les vertus du monde, regardez, Paul Landon, il dit que Tim Anderson, il dit que Cathy Bowman, etc., c'est l'activité ultime, Frank Forencich, machin et tout, donc moi je marche, mais ça va pas mieux. Mais oui, c'est pas si simple. Le bébé ne s'est pas mis à marcher en sortant du ventre de sa mère. Sauf le Bouddha, je m'en rappelle. Le Bouddha sort du ventre de sa mère, il fait 7 pas, et sous chacun de ses pas, ça fleurit. Ça, c'est une légende, ça n'existe pas. Donc le bébé, il ne se met pas du jour au lendemain, en sortant du ventre de sa mère, à marcher. Il va faire des mois et des mois de quoi? Respiration, hochement de tête, retournement, balancement, et 4 pattes. Oh, pardon, j'aurais dû dire réputation. 4 pattes. Et ensuite marche debout. Autrement dit, il lui faut 1 an. Il lui faut 1 an pour arriver à avoir une marche équilibrée. Et encore, pour courir, il faut 1 an de plus. Le bébé, il fait ses premiers pas à 12, 13, 14 mois. Et puis, je laisse passer les voitures, font plus de bruit que d'habitude parce qu'il pleut. Quand il pleut, l'eau sous les pneus, ça fait plus de bruit. Donc le bébé, il met, on va dire, 2 ans pour maîtriser encore. C'est pas le cas. Alors combien? 3 ans? Voilà. C'est à 3 ans qu'il maîtrise complètement sa posture, qu'il se met à courir, à sauter, à grimper. Donc il met 3 ans le bébé. En y accordant, pas quelques minutes par jour, en y accordant quasiment tout son temps, des journées entières à bouger, sauter, courir, grimper, explorer, les yeux, les oreilles, la réputation, le 4 pattes, le mouvement croisé, le jeu, le grimper, le courir. Donc nous, après peut-être on a arrêté, je vais m'éloigner de la route bientôt. Je suis désolé, ça fait partie du charme du podcast en balade. Je laisse passer. Et malheureusement, je laisse encore passer. Vous voyez, c'est extrêmement désagréable quand on entend le bruit des voitures dans le podcast. Mais en vérité, c'est tout aussi désagréable quand on marche dans la rue. Simplement, on inhibe ça et on prend sur nous, ça nous fatigue et ça nous épuise en permanence, ce bruit constant des voitures, ce brouhaha constant nous tape sur les nerfs sans qu'on s'en rende compte. Là, vous vous rendez compte par le podcast parce que vous ne pouvez pas filtrer de la manière dont je peux le faire, mais c'est quelque chose qui nous fatigue en permanence. Alors, le bébé, l'enfant, le nouveau-né met 1 an, 2 ans, 3 ans pour maîtriser ça. Nous, on a arrêté peut-être à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, et puis à 45 ans, on veut s'y remettre. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas couru, qu'on a très peu marché, qu'on n'est plus gainé. Alors, vous pouvez dire ça si vous voulez vous y remettre à 50 ans, à 60 ans, bref, ça va être encore plus vrai. Il va falloir respecter cette progressivité. Il va falloir
repasser par les bases. Et c'est pourquoi Tim Anderson insiste beaucoup, avant de se remettre à marcher, à courir ou à faire du sport quel qu'il soit, il faut prendre le temps, comme le bébé l'a fait, de repasser par ces resets. Et ça va être le plus dur pour nous, c'est de tenir les rênes, c'est de prendre le temps. Parce qu'on a envie tout de suite de sauter, courir. L'oiseau, il va dire, moi je veux voler, je suis un oiseau, je fais pour voler. Le poisson, moi je veux nager tout de suite, je veux traverser les océans. Hé mon gars, t'as arrêté de nager depuis 10 ans, t'as arrêté de voler pendant 10 ans, tu crois que tes ailes, ton corps, ton cœur, tes poumons, ta posture va te permettre ça. Il va falloir reprendre les bases. Autrement dit, en bon français, reset, réinitialisation. On a besoin de réinitialiser l'ensemble de notre corps, de notre posture, la respiration, les cervicales, les machins, les retournements. En passant par tout ça, on va pouvoir passer enfin au 5e et ultime reset. Donc oui, le 5e reset, la marche croisée, c'est le reset ultime pour les humains, comme la nage l'est pour les oiseaux, le vol pour les... Pardon. La nage pour les poissons, le vol pour les oiseaux. Mais si on l'a plus fait depuis longtemps, il va falloir se rééduquer, un peu comme quand on s'est cassé la jambe, on va chez le kiné pour nous rééduquer avant de retrouver une marche normale. Et vous le savez, si vous avez une jambe immobilisée pendant 1 mois ou 2, il va falloir des semaines et des semaines de rééducation pour retrouver de la force, pour retrouver de la mobilité, pour retrouver le bon tonus. Et les kinés s'y emploient. Et ça nous demande beaucoup de patience. Et c'est chiant parce que dès qu'on a enlevé le plâtre, on veut tout de suite retrouver la vie d'avant, mais ça va pas être si simple. Et on a créé tant de compensations. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas été immobilisé pendant 1 mois ou 2, on a été immobilisé pendant 1 décennie ou 2 ou 3. Et donc, c'est la puissance des resets et du travail original strength, puisque c'est retrouver sa force originelle. Et le bébé, cette force de base, il l'a créée autour d'1 an, donc il faut être un peu patient et repasser par les différentes étapes. On ne peut pas se lever un bon matin de son canapé et de se dire qu'on va faire un marathon. Et c'est valable pour n'importe quel mouvement. Voilà. On aimerait bien, hein. On aimerait bien, mais voilà. Donc, ce reset est majeur à faire au quotidien. Alors moi qui ai enseigné toute ma vie le brain gym, l'éducation kinesthésique, ça fait partie de notre reset à nous, ça s'appelle le CAP. Il y a 4 mouvements de base, et le 3e de ces mouvements de base, c'est le mouvement croisé. Et d'ailleurs, je vous ai dit, c'est à partir des travaux de Denison et de Sally Goddard que Tim Anderson a créé sa méthode. Et donc, c'est pas pour rien que les mouvements croisés sont une base importante de son travail, puisque c'est inspiré directement du travail de Denison. Donc voilà pour ce 5e reset qui a des bénéfices à tout niveau, qui est le reset ultime, comme dit Tim Anderson, mais pour y arriver et pour le faire correctement, oui, pour qu'un humain marche correctement, il a dû passer par des étapes préliminaires et s'y exercer, y jouer, parce que l'enfant il explore tout ça par le jeu, encore et encore et encore. Et c'est l'étape qui devient évidente, c'est cette 5e étape. Alors, entendons-nous bien, hein, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de marcher pendant 1 an et faites les 4 resets, et puis seulement dans 1 an vous pourrez faire le 5e reset. C'est évidemment pas du tout le discours, on va pouvoir faire tous les resets dès le départ, mais si on veut marcher plus longuement et en tirer les bénéfices, si on veut courir longuement et en tirer les bénéfices, ou courir vite et en tirer les bénéfices, il faut être sûr que les bases soient là, et les bases vont se développer progressivement avec le travail de la respiration, du reset numéro 1, avec le travail des hochements de tête et du contrôle de la tête du reset numéro 2, avec les retournements encore et encore pour la santé de la colonne vertébrale du reset numéro 3, avec le gainage et la mobilité articulaire fournis par le reset numéro 4. Donc vous voyez comment tout se coordonne, et évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, il y a un cercle vertueux. Plus je pratique le reset numéro 1, plus j'améliore les 4 autres, plus je pratique le 2, plus j'améliore les 4 autres, le 3, j'améliore les 4 autres, le 4, et le 5, j'améliore les 4 autres. Donc évidemment, c'est un cercle vertueux, et ça, c'est très positif. Les kinés à qui on a enseigné ça, et Dieu sait si on a enseigné ça à énormément de kinés, nous disent à quel point ça a changé la donne pour eux dans leur cabinet de connaître ça, parce que ils vont faire leur rééducation, bien entendu, qui s'impose en fonction de pourquoi les gens viennent les voir. Mais en plus de ça, quand le kiné connaît ses mouvements de base, comprend la motricité. Alors, en IMP, on va développer beaucoup les compréhensions de la motricité humaine basique du bébé, les différentes étapes, les différents réflexes. Là, je n'ai pas parlé en long, en large, en travers de tous les réflexes qui jouent dans le reset numéro 4 et 5, mais j'aurais pu le faire
Dans le reset numéro 4, j'ai évoqué le réflexe tonique symétrique du cou, et c'est absolument majeur. Là, il est stimulé vivement. Or, ce symétrique du cou, c'est une étape transitionnelle majeure pour beaucoup de réflexes, c'est-à-dire c'est une phase où on passe des réflexes archaïques aux réflexes de vie, qui est majeure. C'est sans doute le réflexe le plus important pour faire cette transition réflexe archaïque vers réflexe de vie, ce symétrique du cou. On a sorti un livre entier sur le sujet, qui s'appelle le réflexe pour la concentration et l'apprentissage, le réflexe tonique symétrique du cou. Et vous verrez que dans cette méthode qui a été créée dans les années, je ne sais pas combien, presque 70, mais qui a été popularisée dans les années 80-90 par les autrices du livre, vous verrez qu'il y a beaucoup de mouvements de balancement, et c'est un livre qui est dédié entièrement, le sous-titre c'est le réflexe tonique symétrique du cou, un livre de 300 pages entièrement dédié à ce réflexe, et c'est en dire l'importance. Donc dans le reset numéro 4, on a ce reset encore et encore qui est travaillé, et dans le reset ultime, le 5e, c'est le fameux mouvement croisé qui nous dit « ça y est, j'ai intégré tous mes réflexes archaïques qui sont inhibés, intégrés ensuite vers un mouvement global qui est la marche, qui est l'aboutissement de centaines de milliers, et même en vérité de millions d'années d'évolution pour nous, pour les singes descendus des arbres et marcheurs et coureurs que nous sommes. Et donc ça c'est absolument majeur, et là évidemment il y a plein de réflexes qui sont stimulés, et en particulier tout ce qu'on appelle les réflexes de vie, d'équilibre, de stabilité, de gravité, de redressement de la tête, les réflexes de protection qui sont majeurs, avec leur... quand ils sont en déséquilibre, les réflexes feu rouge, feu vert, donc ils sont en permanence équilibrés, le réflexe de... Voilà, de tout un tas d'autres réflexes de vie qui sont stimulés. Maintenant l'inhibition du réflexe de redressement statique, maintenant l'inhibition du réflexe de Pérez, du réflexe spinal de Galant, stimulant en permanence le réflexe amphibien, le réflexe de retournement segmentaire, bref, là, il faudrait un podcast entier pour faire tous les liens entre les 5 resets et ce qu'on enseigne en IMP. Donc évidemment, c'est une bonne raison d'apprendre l'IMP, c'est que dès que vous voyez quelque chose, vous allez comprendre les intrications très profondes du développement humain et des différents réflexes, et je ne parle même pas ici de tous les réflexes de la naissance et des réflexes du visage, qui ont des rôles majeurs et qui interviennent aussi dans n'importe quel mouvement que nous faisons. Donc voilà pour cet épisode du jour, on a fini notre triptyque sur la force originelle, Original Strength OS, pour les intimes de Tim Anderson. Il vient tous les ans maintenant, donc n'hésitez pas à venir. Le stage est bien plus passionnant, concret que ce que je peux raconter moi, avec un substrat anatomique, physiologique et puis pratique. Le cours co-enseigné par Tim Anderson et par Dan Barrow, le kinésithérapeute, c'est vraiment un cours à faire, c'est que 2 jours. Et puis évidemment en IMP, on voit toutes les intrications que ça a. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à sous-titrer le titre du livre de Tim Anderson qui s'appelle « Réinitialisez-vous » par intégrer vos réflexes par le mouvement, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ça. Ce sont les mouvements naturels que fait le bébé pour intégrer ses réflexes. On ne va pas se leurrer. Je veux dire, c'est 5 resets, c'est les mouvements que fait le bébé pour intégrer ses réflexes. Donc pratiquer ces mouvements-là, c'est participer à l'intégration au quotidien de nos réflexes qui doivent continuer à être stimulés par notre mode de vie au quotidien. Et ne serait-ce que 5 minutes de reset au quotidien, 5 minutes d'original strength au quotidien, je vous garantis les changements et la différence dans votre mode de vie. Et si vous osez passer à 10 minutes, les changements seront notables et majeurs. Donc je ne vous parle pas de faire 1 heure de reset chaque jour et 5 heures d'entraînement, ce qu'on pourrait croire que fait quasiment le bébé. Le bébé fait des heures par jour de tous ces resets. Bon, à part la respiration, je vous encourage de faire la respiration 24 heures sur 24. Voilà. Mais ici, on parle de respiration consciente, évidemment. Mais véritablement, 5 minutes par jour de reset, on peut le voir comme un échauffement au quotidien, ou un échauffement le matin, ou un échauffement avant le sport, bien entendu, quel que soit votre sport, ça va être un super échauffement de passer par quelques resets, ou ce qu'on appelle communément un retour au calme, après des séances de sport, ou enfin à tout moment de la journée, on peut faire ces resets. Personnellement, vous le savez maintenant, mon moment privilégié, c'est le matin, mais il n'est pas rare que à des moments dans la journée, surtout en ce moment, à plusieurs moments de la journée, je fasse 1 minute de tel ou tel reset, ou tout simplement je prends 5 minutes et je fais les 5 resets. Les changements, encore une fois, seront notables, quel que soit votre âge, votre forme physique, etc. Sachant que
on va pouvoir avoir des adaptations. Si vous avez des douleurs, si vous avez des difficultés à aller au sol, si vous avez des... On va adapter les resets. Tout le monde pourra pratiquer les resets. Donc voilà, bonne force originelle à tous. Et puis merci d'avoir écouté ce triptyque. J'espère que ça vous a plu. C'était pas prévu comme ça, hein, sur Original Strengths. Et puis eh bien, à très bientôt pour un autre sujet qu'on abordera dans les prochains podcasts.